Ici Victor Echo 2 novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. On continue avec notre troisième vidéo. On démarre à la page 16 de la liste des questions d'ISDE. Donc, on démarre ça. Dans quelle situation un radioamateur peut-il transmettre des communications non identifiées? Le seul moyen où ça arrive, c'est seulement pour télécommander un modèle réduit. Dans tous les autres cas, il faut s'identifier. Quelle langue pouvez-vous utiliser pour identifier votre station? La réponse c'est C, le français ou l'anglais. L'identificatif d'appel d'une station de radio amateur doit être transmis au début et à la fin de chaque contact à des intervalles d'au plus 30 minutes. Donc, à l'intérieur de 30 minutes, il faut identifier sa station. Quelle exigence pour l'identification d'émission d'essai? La réponse, c'est les mêmes que pour un contact radio. Donc, il faut s'identifier au maximum aux 30 minutes. Au Canada, l'indicatif d'appel d'une station de radio amateur commence normalement par A. La réponse est C, VA, VE, VO ou VY. Un ami sans certificat d'opérateur amateur utilise votre station pour converser avec un autre Canadien. Et à un moment donné, un radio amateur étranger intervient pour parler à votre ami. Que deviez-vous faire? La réponse c'est B. Continuez à superviser les communications de votre ami car vous êtes responsable de ces communications. À part les citoyens américains, dans quelles circonstances les radioamateurs étrangers peuvent-ils exploiter des stations lors de leur visite au Canada? La réponse c'est leur pays a une entente avec le Canada et le radioamateur a obtenu le permis approprié. Donc, faut être certain que le pays de provenance du radioamateur autorise l'utilisation au Canada. Un radioamateur canadien peut exploiter sa station afin de transmettre des communications internationales de la part d'un tiers. La réponse est D, parce que le Canada n'interdit pas les communications au nom d'un tiers. Quelles conditions empêcheraient un radioamateur canadien de communiquer avec des stations radioamateurs d'un autre pays? Ce pays a notifié l'Union internationale des télécommunications, UIT, qu'il s'oppose à ces communications. Les radioamateurs étrangers peuvent opérer au Canada s'ils se qualifient pour une licence d'exploitation de la CEPT, Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications. Quels privilèges leur sont attribués par Innovation Sciences Développement économique Canada? La réponse est C. Ils ont l'autorisation base et supérieure. Les communications au nom d'un tiers sont des messages échangés au nom d'une personne sans certificat d'opérateur radioamateur. Dans le service radio-amateur canadien, quelles sont les communications au nom d'un tiers autorisées? La réponse, c'est seules les communications personnelles et non commerciales. Donc, c'est les mêmes règles que normalement. Les communications au nom d'un tiers en cas d'urgence ou à des fins de secours aux sinistrés sont expressément autorisées à moins que l'administration étrangère les interdise explicitement. Vous et un radioamateur étranger êtes chacun en compagnie d'un ami sans certificat d'opérateur radioamateur qui participe à la radiocommunication. Qui est considéré comme un tiers? La réponse est C, les deux personnes sans certificat. Donc, toutes les questions où il parle de tiers ou de parties, on veut signifier les gens qui vous accompagnent, qui n'ont pas de certification radioamateur et qui doivent être supervisés par quelqu'un détenant sa certification pour utiliser la station. Alors qu'il opère une station au Canada, quelle information le titulaire d'une licence émise par le gouvernement américain doit-il mentionner au moins une fois durant un contact radio? La réponse est A, la ville et la province de son lieu d'émission. Donc, il doit mentionner d'où l'émission, la localisation du lieu d'émission.
Alors qu'il opère une station au Canada en mode voix, les radioamateurs américains doivent s'identifier avec leur indicatif d'appel, le, le qualificatif mobile ou portable et quelle autre information? La réponse est D, le préfixe d'indicatif d'appel canadien selon leur lieu d'émission. Les radioamateurs canadiens peuvent échanger des communications au nom d'un tiers avec toutes les stations radioamateurs. Si un radioamateur avec plus de compétences que vous utilisez votre station et votre indicatif d'appel, quels sont ses privilèges? La réponse est B, seulement les privilèges que vous avez vous-même. Donc, vous êtes responsable de la station, donc les privilèges sont ceux de votre indicatif d'appel et de vos compétences. Si vous êtes l'opérateur responsable à la station d'un autre radioamateur avec plus de compétences que vous, quels sont vos privilèges? Donc, la réponse c'est seulement les privilèges qui sont autorisés par vos compétences. En plus de réussir l'examen écrit pour la compétence de base, quelle autre épreuve devez-vous réussir pour vous permettre d'utiliser les fréquences radio en dessous de 30 MHz? La réponse c'est vous devez obtenir 80% dans un examen de compétences de base ou réussir un examen de compétences supérieures ou de morse. Donc, si vous avez passé votre base avec plus de 80%, vous avez accès à la bande de fréquences qui sont en dessous de 30 MHz. Évidemment, si vous avez la compétence supérieure ou de morse, ça vous donne aussi accès. Le titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur peut utiliser les modèles télécommandés. La réponse est D, sur toutes les bandes du service radioamateur en dessus de 30 MHz. Donc en haut, pas en dessous. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences de bandes de service de radioamateurs de 80 mètres? Dans cette section-là, c'est important de savoir la corrélation entre les bandes et la gamme de fréquences à l'intérieur. Donc pour ça, c'est bien, c'est un peu du par cœur. Donc, peut-être vous faire un petit tableau comme celui-ci avec une association de la bande de fréquences avec les fréquences qui sont à l'intérieur. Ça va vous permettre de bien répondre aux questions puis de savoir les chiffres. À regarder aussi, il y a beaucoup de questions qui sont sur la largeur de bande que vous devez avoir pour transmettre sur chaque bande. Donc, regardez ça aussi. Donc, si on reprend la question B1.15.5, au Canada, quelle est la gamme de fréquences de la bande du service de radioamateur de 80 mètres? Donc, la 80 mètres est de 3.5 MHz à 4 MHz. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences pour le 160 mètres? De 1.8 MHz à 2 MHz. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences de la bande de service de radioamateur 40 mètres? La réponse est de 7 à 7.3. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences pour le 20 mètres? C'est de 14 MHz à 14 350 MHz. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences pour le 15 mètres? La réponse est de 21 à 21 450. Au Canada, quelle est la gamme de fréquences pour le 10 mètres? C'est de 28 à 29.7 MHz. Au Canada, quelle est la bande de fréquences les radioamateurs peuvent-ils utiliser pour télécommander des modèles réduits? La réponse c'est toutes les bandes du service radioamateur supérieures à 30 MHz. Donc, juste en sachant celle-là, vous avez trois questions, quatre questions qui sont la même réponse, facile à avoir pour celle-là. Quelle est la largeur de bande autorisée dans les bandes de 6 mètres et 2 mètres? La réponse est A, 30 kHz. La largeur de bande maximale pouvant être utilisée d'une station radioamateur dans les bandes de 28 MHz à 29.7 MHz. La réponse c'est B, 20 kHz. Donc vous pouvez
Vous vous rappelez, c'est quoi la bande pour ces fréquences-là? Eh bien, c'est la bande du 10 mètres. Donc, c'est important de le savoir un petit peu par cœur. À l'exception d'une bande de fréquence, quelle est la largeur de bande autorisée sur les bandes du service de radio amateur entre 7 MHz et 25 MHz? La réponse est 6 kHz. La largeur de bande maximale pouvant être utilisée pour une station de radio amateur dans les bandes de 144 MHz à 148 MHz est de 30 kHz. Donc, vous vous rappelez quelle bande est de 144 à 148? Eh bien, c'est le 2 mètres. La largeur de bande maximale pouvant être utilisée par une station de radio amateur dans la bande de 50 MHz à 54 MHz est de, la réponse est C, 30 kHz. Parmi les bandes suivantes du service de radio amateur, laquelle a une largeur de bande maximale autorisée de moins de 6 kHz? La réponse est B, de 10.1 MHz à 10.150 MHz. Dans quelle bande suivante du service de radio amateur l'exploitation en bande latérale unique est interdite? La réponse est 10.1 à 10.150. Quelle précaution doit prendre un radioamateur lorsqu'il émet tout près des extrémités d'une bande? La réponse est s'assurer que la largeur de bande occupée est entièrement dans la bande du service radioamateur. Donc, il faut faire attention de ne pas dépasser de la bande permis radio amateur. En fonction de la fréquence indiquée et du mode d'émission, laquelle des combinaisons suivantes est interdite? Donc, la réponse c'est D. La télévision amateur à balayage rapide, ATV, sur le 145 MHz. La raison, c'est à cause, encore une fois, de la largeur de bande qui serait trop large pour la bande de fréquence dans le 2 mètres. En fonction de la fréquence indiquée du mode d'émission, laquelle des combinaisons suivantes est interdite? La réponse est D. La télévision à balayage rapide ATV sur le 14.23 MHz. En fonction de la fréquence indiquée et du mode d'émission, laquelle des combinaisons suivantes est interdite? La réponse est C. La modulation en bande latérale unique, BLU, sur 10.12 MHz. Quelle puissance d'émission devrait être utilisée en tout temps par les radioamateurs canadiens? La réponse est A, la puissance minimale légale pour permettre la communication. Donc, lors de vos transmissions, toujours aller au minimum de puissance qui vous permet d'opérer. En bande latérale unique, quelle est la limite de puissance de sortie crête modulation PEP pouvant être utilisée par le titulaire d'un certificat radioamateur avec compétence supérieure? Donc la réponse est A, 2250 watts pour le crête de modulation PEP. Vous avez déterminé une puissance d'émission maximale pour respecter les limites d'exposition à l'énergie RF et de puissance rayonnée. Où vérifiez-vous que cette puissance n'est pas dépassée? Donc c'est où on prend la mesure. C'est à la sortie de l'émetteur ou de l'amplificateur externe. Donc vraiment à la sortie. En bande latérale unique sur la fréquence de 3750 kHz, quelle est la limite de puissance de sortie crête de modulation PEP pouvant être utilisée par le titulaire d'un certificat radioamateur avec les compétences de base et Morse? Donc avec les compétences de base, la réponse est B, 560 watts. En bande latérale unique, sur la fréquence de 7055 kHz, quelle est la limite de puissance de sortie crête de modulation PEP pouvant être utilisée par le titulaire d'un certificat radioamateur avec la compétence de base avec distinction? Donc de base avec distinction, c'est la même chose, de 560 watts. Quelle est la limite de puissance apparente rayonnée, PAR, exprimée par une puissance de sortie crête de modulation PEP, pouvant être utilisée par le titulaire d'un certificat radioamateur avec les compétences supérieures sur 60 mètres? La réponse est A, 100 watts.
Quelle est la limite de puissance d'alimentation CC à l'étage final d'un émetteur pouvant être utilisé par le propriétaire d'un certificat d'opérateur radio avec les compétences supérieures? La réponse c'est 1000 watts pour la compétence supérieure. Sur 630 mètres et 2200 mètres, quelle caractéristique fondamentale de l'antenne doit être conservée pour respecter la limite de puissance exprimée en puissance isotrope? Rayonnée équivalente PIRE. La réponse, c'est le gain. Quelle est la limite de puissance de la limitation CC à l'étage final d'un émetteur pouvant être utilisé par le titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur avec les compétences de base? La réponse, 250 watts. À moins que le titulaire de la station ne détienne un certificat d'opérateur radioamateur avec compétences supérieures, quelle est la puissance porteuse maximale pouvant être utilisée pour tout mode autre que BLU? La réponse est C, 190 watts. Comment appelle-t-on une station de radio amateur qui transmet automatiquement les signaux des autres stations? Donc, la réponse est un répéteur. Donc, le répéteur prend la station et la fréquence et la retransmet. L'émission d'une porteuse non modulée est permise seulement pour de brefs essais sur les fréquences inférieures à 30 MHz. Quelle est la plus basse fréquence de sortie de répéteur pouvant être utilisée par les titulaires d'un certificat d'opérateur radioamateur avec uniquement la compétence de base? La réponse, 29 500 MHz. 29,5 MHz. Quel est le plus bas segment de fréquence de sortie de répéteur pouvant être utilisé par les titulaires d'un certificat d'opérateur radioamateur avec uniquement compétence de base? La réponse c'est C, 29,5 à 29,7. Que stipule la réglementation canadienne concernant la stabilité de fréquence dans le service radioamateur? La réponse est la stabilité doit être équivalente au pilotage par quartz en dessous de 148 MHz. Lequel des modes d'émission suivants rend obligatoire la présence d'un dispositif pour prévenir ou indiquer la surmodulation dans une station radioamateur? La réponse c'est A, BLU, bande latérale unique. Les stations de service radioamateur doivent être munies d'un dispositif pouvant indiquer ou prévenir un problème spécifique en mode voix. Lequel est-il? A. La surmodulation. Quel est le taux maximal de modulation autorisé en voix pour une station de radio amateur? La réponse, 100%. Que doivent être capables de mesurer de manière fiable toutes les stations de service radioamateur, quel que soit le mode d'émission? La réponse, la fréquence. On doit être capable de mesurer sur quelle fréquence on émet. Quel est le taux maximal de modulation utilisé en mode voix pour une station de radio amateur? Encore une fois, 100%. Quel type de message est-il possible de transmettre à une station radio amateur d'un autre pays? Réponse, des messages en rapport au but du service radio amateur ou des remarques à titre personnel. L'opérateur d'une station de radio doit s'assurer que les communications internationales sont limitées au but du service radio amateur ou à des remarques à titre personnel. Lequel des énoncés suivants est une disposition du règlement radio-amateur de l'Union internationale des télécommunications qui s'applique aux radioamateurs canadiens? La réponse, les communications internationales sont permises à moins qu'une administration ait enregistré son opposition. En matière de certification, que stipule le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications au sujet de la compétence en morse? Les administrations déterminent si la compétence en morse est requise pour la certification.
Donc, il y a quand même beaucoup d'informations dans cette section. Vous pouvez regarder la vidéo. Et évidemment, si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à considérer d'encourager le club VE2MO. Donc, on se laisse pour cette partie et on reprend dans la prochaine vidéo à la page 24. Merci et bonne journée.